Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 5 mai 2017. Eh bien oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'éducation. Et la question qu'on est en mesure de se poser, ou qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que l'école québécoise est la continuité de l'État ou de la famille? On va s'inspirer d'un article qui a été écrit, qui a été rédigé par la plume de Grégor Poppings et qui s'intitule Europe, droits des parents en matière d'éducation et de religion. Il s'agit d'un article qui est la trame de fond d'une intervention de cet homme-là qui a parlé, qui s'est adressé justement au Conseil de l'Europe. Et ce qu'il va dire dans cet article-là, eh bien, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a énormément de parallèles entre la réalité européenne et la réalité québécoise en matière d'éducation. Et c'est pour ça que je vais vous partager le contenu de cet article-là, parce que si vous enlevez le mot Europe, dans bien des cas, eh bien, on pourrait le remplacer par le mot Québec. Ce qu'il va dire d'entrée de jeu, c'est que l'Église a été l'éducatrice de l'Europe. Il va être plus précis en disant qu'en Europe, l'éducation est fille de la religion. C'est au sein des monastères que la connaissance a été préservée et cultivée durant le Moyen Âge, et c'est encore par la tradition religieuse que l'héritage classique a été transmis à l'Europe de la Renaissance. Les grands esprits de la modernité, Erasme, Descartes, Pascal, Spinoza ou Kant, sont les héritiers de la foi, de la culture et de la tradition religieuse. Évidemment, vous allez me dire que les noms qui sont cités ici ne font pas nécessairement référence à vos convictions personnelles, à votre idéologie. Mais il reste que ces gens-là ont influencé la pensée au travers les siècles et ont été les héritiers d'un enseignement, d'une éducation qui était quand même basée ou influencée par la foi. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est ce qu'il va ajouter. Il va dire que la sécularisation de l'enseignement est un phénomène récent et partiel. Et ça, c'est important qu'on se le rappelle. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a l'impression que on vit dans une époque où est-ce que c'est complètement étrange de revenir à des bases, à des valeurs, à des concepts judéo-chrétiens. Or, ça fait pas si longtemps que ça, dans l'histoire de nos sociétés occidentales, que le christianisme a été une source d'influence majeure. Il va dire que ce n'est qu'avec l'émergence des courants de pensée dits rationnels, prônant un athéisme scientifique et matérialiste, que éducation et religion ont été présentées comme incompatibles. Je répète, ce n'est qu'avec l'émergence des courants de pensée dits rationalistes, prônant un athéisme scientifique et matérialiste, qu'éducation et religion ont été présentées comme incompatibles. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Comment se fait-il qu'éducation et religion sont incompatibles? Ça a un impact majeur parce que c'est à cause de cette incompatibilité qu'on va soustraire des droits aux parents. Et l'État va s'acquérir des droits, va prendre possession de droits qui appartiennent aux parents. Et ça a été particulièrement discuté et débattu d'une façon antidémocratique au milieu des années 90, lors des États généraux de l'éducation au Québec. L'auteur de cet article ou de cet exposé va dire que la famille est alors reconnue comme la cellule fondamentale et naturelle de la société. C'est donc naturellement que la Déclaration universelle déclare que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfant. Jusqu'à là, j'aimerais tellement ça que ça soit mis en pratique ici au Québec. Il va dire également que le rôle de l'État est subsidiaire. Et vous le savez, sur mon site,
c'est un site qui est basé sur le principe de subsidiarité. Ça veut dire que le pouvoir doit toujours être le plus près possible du citoyen. Tout ce qui peut se régler sur la base individuelle, on le règle sur une base individuelle. Ce qui peut se régler en famille, on le règle sur la base de la famille. Ce qui peut se régler dans notre quartier, ça se règle au niveau du quartier, dans notre ville, au niveau de la ville. Au niveau provincial, ça se règle avec la province et au niveau du pays, ça se règle au fédéral. Alors, on essaie le plus possible, par exemple, la question de la défense nationale, de l'armée, eh bien, ça ne relève pas de la famille, ça relève de l'État fédéral, ici au Canada. Donc, ça, c'est un service qui doit être le plus près du pouvoir fédéral. Mais quoi enseigner, quoi transmettre comme valeur, ça revient aux parents. Mais le problème, c'est que l'école s'est accaparée de ce droit-là. Il va dire que la Convention, en parlant de la Convention européenne et son premier protocole, ne crée pas un droit au profit des parents, mais protège leur liberté contre l'État. Et c'est ça qui est important, c'est que l'État, lorsqu'elle s'ingère dans ce qui revient aux parents, eh bien, devient une menace en termes de droit. Et c'est pour ça qu'il va dire que le droit envisagé au troisième alinéa de l'article 12 du projet initial de la Convention était intitulé non pas droit à l'instruction, mais droit des parents de choisir par priorité le genre d'éducation à donner à leur enfant. Certains d'entre vous, vous allez dire, hey, c'est compliqué ça. Mais savez-vous quoi? Notre liberté en dépend. Le bien-être de nos enfants en dépend. Et c'est important que vous puissiez lire cet article-là, le relire et réécouter ce tour d'horizon. Pourquoi? Parce que ça va faire un changement majeur. Si on ne défend pas nos droits, si on ne protège pas nos droits, si on ne fait pas la promotion de nos droits auprès des décideurs de ce siècle, eh bien, c'est l'État qui va décider ce qui est le mieux pour nos enfants. C'est un débat qui ne date pas d'hier, parce qu'il nous dit que dans son rapport du 4 décembre 1951, la Commission des questions juridiques et administratives de l'Assemblée nous dit que le rapporteur de cette commission souligne que le texte doit garantir le droit fondamental qui appartient à tout père de famille de faire élever et instruire ses enfants selon sa conscience, quels que soient les impératifs de sa conscience, et ce n'est pas à l'État d'en juger. Imaginez-vous, c'est de ça qu'on débattait dans les années 50, dans l'ancien temps. Mais moi, ce qui m'a renversé, ce qui me préoccupe, c'est quand il va dire que dans une société individualiste, la subsidiarité n'est plus possible. En d'autres mots, là, plus on va être une société individualiste, plus le troupeau va être dérouté, plus on va devoir consentir aux bonnes grâces de l'État, du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il dit que la désintégration, ou pardon, la désagrégation de la société subsidiaire renforce en effet l'État qui apparaît comme l'ultime facteur de cohésion. Vous allez entendre de plus en plus dans le discours de l'État, « Ah, il faut que l'État s'en mêle parce que les parents ne savent pas élever leurs enfants. Ah, il faut que l'État s'en mêle parce qu'il y a des parents dans certains quartiers défavorisés qui ne donnent pas l'essentiel des besoins aux enfants. » C'est vrai. Mais on n'est pas obligé d'universaliser tout le système d'éducation pour autant. Il va dire également, quand la cohésion sociale est fragilisée, l'école redevient un enjeu politique majeur. Et c'est là, le gouvernement veut universaliser le système parce que ça lui permet d'avoir sa mainmise sur le système et ça lui permet de gérer le système en fonction de son idéologie.
Et ça veut dire que quand l'État contrôle l'éducation et que ce ne sont plus les parents qui décident ce qui doit être enseigné, communiqué, transmis comme valeur, comme idéologie, eh bien, ça veut dire que l'État utilise une approche top-down, donc du haut vers le bas. Ce qui veut dire, en d'autres mots, une assimilation sociale. Et ça, c'est dangereux. Il va dire également que la Cour, en parlant de la Cour européenne, admet ainsi que le rôle de l'État n'est plus limité de façon subsidiaire à veiller à la qualité des enseignements et au respect de la santé des enfants, mais qu'il peut s'étendre à l'expression des convictions religieuses et même au contenu des convictions morales. Ça veut dire que l'État va décider ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est moralement acceptable, et ce que l'État va imposer, va enseigner, vont devenir les valeurs repères de vos enfants. Et c'est pour ça que moi, je crois que tout ce qui touche la moralité, ça ne doit pas être relégué à l'école, mais aux parents. Et si l'école doit le faire, ça doit être en consensus avec l'accord des parents. Et là, il va nous parler d'une cause qui a eu lieu en Suisse et dans laquelle on va débattre justement de l'intégration ou de l'exclusion d'un enfant dans un cours de natation où est-ce que des garçons et des filles vont apprendre à nager ensemble. Donc, pour des raisons de conscience, de conviction, on remet en question le fait, par exemple, que des garçons nagent avec des filles. Mais savez-vous quoi? La Cour estime que l'atteinte aux droits des parents vise, je cite, à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d'exclusion sociale, c'est-à-dire à protéger les enfants de leurs parents parce qu'ils sont étrangers. En d'autres mots, l'État va dire, et c'est l'argument qu'on va entendre de plus en plus, l'école vient ou devient un lieu d'intégration. Donc, de soustraire un enfant à une activité, c'est de le soustraire à l'intégration. Wow! C'est un couteau à deux tranchants, mesdames et messieurs. Certains vont dire, oui, mais on est au Québec, il faut quand même que les gens s'intègrent. Oui, culturellement. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on fasse goûter aux enfants le sirop d'érable. J'ai aucun problème à ce qu'on visite une cabane à sucre. J'ai aucun problème à ce qu'on mette une crèche, par exemple, devant l'école, parce que ça fait partie de notre patrimoine, puis on veut donner nos repères en tant que société, parce que c'est relié à notre histoire, à notre patrimoine. Mais s'il y a des parents qui sont mal à l'aise avec certaines pratiques ou avec certains aspects de la moralité, là, c'est autre chose, mesdames et messieurs. Et on doit respecter ça. Et s'il y a des parents qui ne sont pas satisfaits du système scolaire, eh bien, moi, j'ai toujours dit, là où le nombre le justifie, eh bien, on doit donner le droit aux parents de mettre sur pied une école avec des enseignants de qualité, avec des infrastructures de qualité, avec tous les moyens possibles pour atteindre les standards académiques imposés par l'État. Et ça, c'est important, mesdames et messieurs. Et je vais terminer avec cette dernière citation. Friedrich von Hayek ou Chantal Desolles, pour qui la subsidiarité est la garantie d'un sain système libéraliste, vont dire que ce libéralisme est fondé sur la confiance en la personne de la méfiance. Ce libéralisme est fondé sur la confiance en la personne et la méfiance envers l'État. Il structure aussi le système de protection des droits de l'homme. En d'autres mots, si on a un système qui est libéral en ce sens, qui donne la liberté, et pour qui la subsidiarité est présente, où est-ce que le pouvoir est le plus près possible du parent, dans le contexte de l'éducation, eh bien, à ce moment-là, on a une réelle protection contre
l'intrusion de l'État. Et c'est pour ça que c'est important de relire cet article-là, de revoir les concepts et d'en discuter avec les gens de notre entourage. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.